Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous retrouver sur le plateau d'une semaine en Lorraine. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à découvrir ce qui a fait l'actualité de notre belle région Lorraine durant ces derniers jours grâce aux caméras de vos télévisions locales. Au sommaire de ce numéro, une immersion dans l'histoire proposée aux élèves vosgiens que nous découvrirons grâce à Vosges Télévisions. L'accessibilité des commerces en France, nous ferons le point sur les derniers délais accordés par l'État. Le système de consigne, encore cher à l'Allemagne, refait son apparition dans l'est de la Moselle. Et puis Mirabel TV nous fera découvrir un sport pas comme les autres, le tir subaquatique, une activité que vous pouvez pratiquer à la piscine de Cérémange en Moselle. Petite mais costaud, visite de la station vosgienne L'Arsenaire à suivre. Et enfin, nous terminerons l'émission avec tous les secrets de fabrication de la star de la gastronomie vosgienne, le Münster. Mais débutons cette émission avec le Centre Pompidou de Metz qui a ouvert cette semaine au public les portes de sa toute nouvelle exposition dédiée à l'artiste française Tania Moreau. Une rétrospective qui retrace son parcours et nous plonge dans la vie d'une femme qui a un caractère bien trempé. Reportage Mirabel TV. Des toiles détruites, brûlées, celle de Tania Moreau, personnage incontournable de la scène artistique contemporaine française, qui en 1968 met fin à ses premières années de pratique picturale. Un autodafé pour une artiste au caractère kaléidoscopique qui n'aura de cesse d'explorer de nouveaux horizons. Photographie, installation, vidéo, son, il fallait bien une rétrospective, la première, pour pénétrer l'univers d'une femme sans concession. Elle procède par cycle qui dure 3 ou 4 ans, pendant lesquels elle expérimente une technique, et puis lorsqu'elle estime qu'elle en a fait le tour, elle se lance dans complètement autre chose, dans une nouvelle technique, elle remet tout en question, elle réapprend tout, et elle se lance dans quelque chose de complètement différent. Près de 50 ans à se réaliser en dehors des sentiers battus, à offrir une œuvre dense proposant différents niveaux de lecture pour une adresse à tous les publics, et que cela soit à travers ses chambres de méditation ou ses peintures murales, Tania Moreau garde toujours un même et unique fil conducteur, la recherche de l'humain. Personnellement, dans ma famille, il y a deux choses, si vous voulez. Il y a d'une part les fours crématoires, et d'autre part, je viens d'une famille de résistants. Et mon père est mort dans la résistance. Donc ça a créé, si vous voulez, une sorte de leçon d'éthique, de responsabilité, de conscience de pourquoi on se bat, etc. L'artiste a quand même une responsabilité dans la société, puisqu'il il a le temps, normalement, de penser. Donc finalement, j'ai plutôt choisi de parler des choses qui m'importent au plus profond. Revenir sur l'horreur des camps de concentration, le drame de Tchernobyl, la destruction massive, quelle qu'elle soit, comme celle de la culture. Elle crée ses œuvres pour les gens qui se donnent la peine de les lire, de les déchiffrer, de s'arrêter devant et de prendre le temps, vraiment prendre le temps. Et elle dit elle-même qu'en cela, elle leur fait une confidence. À travers tous les médiums, Tania Moreau offre une réflexion poétique sur le monde, comme en 1977 où elle signe sa première performance dans la ville. Elle descend dans la rue, elle sort du musée et elle s'adresse à tout le monde. Elle inscrit ce nid sur 54 panneaux publicitaires de l'Est parisien. C'est une sorte de négation absolue, un cri contre ce monde marchand. Elle décide pour la première fois d'avoir une sorte de travail politique ou engagé en s'opposant à cela et en poussant ce cri, cette négation. Un cri qui résonnera dès le mois de juin dans la ville, puisque 40 panneaux publicitaires seront à nouveau investis. La rétrospective Tania Moreau se poursuivra également dans 9 lieux partenaires, histoire de vous offrir une vision globale d'un parcours artistique hors du commun. Revivre l'histoire en immersion dans des tranchées plus vraies que nature, voici ce qu'ont vécu des élèves de primaire dans les Vosges. Dans le cadre d'un projet d'études original, les étudiants de l'école supérieure du professorat et de l'éducation à Épinal ont transformé les sous-sols de l'établissement en tranchées de la Première Guerre mondiale. Une façon ludique de capter la curiosité des élèves et ainsi de leur inculquer le devoir de mémoire. Un bond dans le temps signé Vosges Télévisions.
On se croirait presque au cœur d'une tranchée à Verdun pendant la Première Guerre mondiale et c'est évidemment l'idée. Nous sommes en fait dans les sous-sols de l'école supérieure du professorat et de l'éducation à Épinal. Et ce décor est le résultat d'une longue réflexion et d'un projet emmené par une quinzaine d'étudiants, futurs professeurs des écoles, qui ont misé ici sur l'immersion. Au-delà du simple, au-delà d'une simple visite où les élèves sont passifs, là on voulait vraiment qu'ils soient actifs, qu'ils ressentent des émotions dans la pénombre, qu'ils soient un petit peu dans la confusion par certains moments. Donc voilà, vraiment quelque chose de réel en fait, de vivant. L'histoire en tout cas le mérite ici de paraître un peu plus concrète, peut-être aussi finalement plus accessible pour les élèves. Les lettres des poilus étaient ouvertes par un bureau exprès, spécial, qui lisait tout ce que les poilus avaient marqué, parce que le poilu ne pouvait pas écrire qu'il était à Verdun, qu'il était en Alsace, qu'il allait attaquer l'Allemand 2 jours plus tard. Donc c'est ce qu'on appelle la censure. On dirait qu'on est dans des vraies tranchées. Il y a aussi un film qui montre comment ça s'est passé. Et puis il y avait la déclaration qu'il y a des hommes qui viennent à la guerre. L'expérience méritera tout de même d'être débriefée en classe, notamment pour expliquer le rôle de ces figurants, des membres de l'association culturelle Connaissance de la Meuse, des comédiens qui, précisons-le, sont bien trop jeunes pour être de vrais poilus. Ce qui est marrant, c'est qu'ils nous prennent pour des vrais. Parce que je leur explique que là, là c'est une blessure, ainsi de suite. Alors toute la question, c'est que mais ça vous a fait mal dans les tranchées, comment que c'était ? Quoi qu'il en soit, l'expérience aura forcément marqué les esprits de ces jeunes élèves. Pari donc réussi pour les étudiants de l'ESP qui auront travaillé toute l'année sur ce projet on ne peut plus éphémère puisque prévu sur une seule et unique journée. Tout laisse à penser qu'il s'agit du dernier appel. Les commerçants français ont jusqu'au très précisément 27 septembre 2015 pour déposer un dossier de travaux en vue de rendre accessible leur établissement pour toutes les personnes handicapées. Théoriquement, d'après la loi du 11 février 2005 relative à l'égalité des droits et des chances, cela devrait déjà être le cas. Dans la réalité, le chantier est immense. Des dispositifs existent pour aider les commerçants afin de réaliser leurs travaux, comme nous le démontre Mosaïque TV. La patience de l'État a peut-être des limites. Le 1er janvier 2015, les établissements recevant du public classés en 5e catégorie, la grande majorité des cas, devaient être accessibles aux personnes handicapées. Quel que soit leur handicap, moteur, sensoriel, cognitif ou psychique, toutes les personnes devaient pouvoir se rendre dans ces établissements et profiter des activités proposées comme tout un chacun. Il suffit de se promener en ville pour constater que tous les établissements recevant du public ou ERP ne sont pas en conformité. L'État a choisi de leur accorder un nouveau délai. Ils ont désormais jusqu'au 27 septembre 2015 pour déposer un dossier de travaux, puis 3 ans pour les réaliser. Il faut passer par la mairie avec un CERFA bien spécifique, le CERFA 13824-03, qui dépose en mairie, et qu'à ce titre-là, ils disent ce qu'il y a lieu de faire dans leur établissement, et qu'au pire des cas, s'il y avait une impossibilité technique avérée, de déposer une dérogation. Séraphin Congy est le responsable du pôle accessibilité à la DDT de la Moselle. Dernièrement à Sarreguemines, il a présenté à des commerçants les différentes normes liées à l'accessibilité et les moyens de les appliquer. Il n'y avait pas grand monde devant lui et les personnes présentes ont constaté que leurs établissements sont difficilement accessibles. Pour être en conformité avec la loi, elles vont devoir effectuer des travaux. Et peut-être des fois, c'est même pas des choses très importantes. Et il y a également, il faut que je le souligne, une aide qui sera certainement disponible aussi de la part de certaines villes qui vont s'engager dans l'accessibilité aussi. Sur Sarreguemines, ça va être le cas. Et donc là aussi, à se rapprocher des institutions telles que la Chambre de commerce, telles que la ville de Sarreguemines, pour pouvoir faire ces types de travaux. Le référent Moselle-Est de la CCI est joignable par téléphone pour accompagner au cas par cas les ERP qui le souhaitent dans leur démarche de mise en conformité. Ça, c'est à vous de voir le bail. Le plus souvent, Place maintenant à l'écologie et à l'économie. La France, pour des raisons budgétaires, a abandonné dans les années 80 le système de consigne des bouteilles en verre. Le plan national de prévention des déchets 2014-2020 du ministère de l'écologie en évoque la réintroduction. Chez nos voisins en Allemagne, ce système a été élargi par le gouvernement aux bouteilles
en plastique et aux canettes en aluminium en 2003. Zoom de TV Cristal sur le fonctionnement allemand du côté de Zweibrücken et la tentative d'une consigne de bouteilles en plastique à Bitsch. Depuis plusieurs années, la consigne est ancrée dans la vie quotidienne des Allemands. Les supermarchés ont emménagé des espaces spécifiques pour la consigne de boissons, comme ici à Zweibrücken. Depuis 2003, la consigne s'est élargie à tous les emballages, y compris les bouteilles en plastique et les canettes en aluminium. 2 catégories de recyclage ont été créées, les bouteilles jetables étiquetées avec ce symbole et celles réutilisables étiquetées avec celui-ci. Pour gérer le système de tri, ce supermarché a créé un espace dédié. Les bouteilles réutilisables sont acheminées sur un tapis. Un employé les trie dans des caisses. Elles sont ensuite récupérées par une entreprise, tandis que les bouteilles jetables sont compressées par une machine et recyclées par la suite. Les bouteilles réutilisables peuvent être remplies entre 40 et 90 fois, mais ne sont aujourd'hui recyclées qu'à 52%. Cela est dû principalement aux magasins discount qui misent exclusivement sur les bouteilles jetables. Pour augmenter l'effort de recyclage, le tarif de la consigne a été revu à la hausse, entre 8 et 25 centimes selon le produit. Une bonne chose pour ce consommateur. Qu'on a introduit là, ce système, c'est très pratique. On a besoin de personne. On peut rendre tout ça, les bouteilles vides. Sûrement, ça sert aussi de la propreté. Il n'y a plus de dégâts de plastique dehors, quoi. Néanmoins, la consigne a fait naître une nouvelle source de revenus pour une catégorie de la population, les Pfandsammler, ces collecteurs de consignes qui arrondissent leur fin de mois avec le ramassage de bouteilles abandonnées. En France, le système de consigne a été abandonné dans les années 70. Aujourd'hui, sur 300 000 tonnes de bouteilles plastiques, seulement la moitié est recyclée. Un supermarché bitchois vient d'installer une machine à collecter les bouteilles en plastique sur son parking. Démarche écologique, mais aussi économique. D'une part, on a toujours un sens du développement écologique, bien entendu, parce qu'on pollue en vendant des contenants plastiques. Donc d'avoir cette démarche, ça nous montre un geste citoyen écologique. Mais également, on n'est pas philanthrope non plus. Nous sommes également dans une démarche de vouloir séduire un maximum de clients. Notre zone de chalandise aujourd'hui est aux alentours de 5 km autour de l'Intermarché de Bitsch. On espère, en ayant un système pour monnayer le plastique, de les faire venir d'un peu plus loin. Et donc de gagner de nouveaux clients sur la zone de chalandise de Bitsch. Pour chaque bouteille récoltée, le consommateur reçoit un bon d'achat de 2 centimes, valable sous 14 jours auprès du supermarché. 60 000 bouteilles seront absorbées chaque mois par la machine. Notre deuxième partie d'émission sera consacrée aux Vosges avec son emblème culinaire, le Münster, qui n'aura plus aucun secret de fabrication pour vous. Et enfin, nous visiterons la station de l'Arsenère qui, avec ses 8 pistes, sait se développer et attirer un public familial. Mais plongeons à présent dans le monde du tir subaquatique. Apparu il y a une trentaine d'années, ce sport a d'abord été pratiqué dans le milieu marin avant de se développer dans les piscines. Hier pratiqué par les chasseurs sous-marins, il s'est attiré aujourd'hui un large public. Le club de plongée de Sérémange en Moselle est précurseur dans ce domaine. Reportage en apnée signé Mirabel TV. Munis de leur arbalète, ces plongeurs un peu particuliers ne chassent pas de gros poissons. À quelques mètres des nageurs, ils pratiquent le tir sur cible subaquatique. Une discipline principalement pratiquée par les chasseurs sous-marins pour pouvoir continuer à s'entraîner l'hiver et qui a fait son apparition dans les bassins dans les années 80 et à la piscine de Sérémange depuis 2013. On s'est ouvert à l'apnée il y a quelques années en développant le créneau, c'est-à-dire qu'on a formé les gens pour être MEF1, MEF2, c'est-à-dire moniteur fédéral d'apnée premier degré, deuxième degré. Et puis on s'est rendu compte que l'apnée, c'était un petit peu rébarbatif, donc pour mettre un petit peu de fun dans la discipline, on a créé ce tir subaquatique qui permet d'améliorer ses performances en apnée, mais aussi de se concentrer sur autre chose que ses performances sportives, avec le fait de viser sur la cible et de marquer des points, quoi. Donc c'était un peu plus intéressant et un peu plus ludique. La discipline se veut accessible et polyvalente puisqu'elle se décline en 3 épreuves, super biathlon, biathlon et précision. Le but, tirer sur une cible immergée en profondeur en respectant une distance réglementaire de 4 mètres entre elle et la pointe de la flèche. Julia et Joris ont découvert ce sport il y a peu.
Et ce qui les a tout de suite séduits, ce sont les sensations ressenties au fond de l'eau. J'aime bien parce que ça travaille la respiration et le contrôle sur soi, je trouve. Quand on part, on ressent une certaine aisance grâce au courant. Puis quand on tire, on sent même pas la flèche. Et manipuler de telles armes n'est pas sans danger. Les consignes de sécurité sont d'ailleurs très strictes pour éviter tout type d'incident lors du tir perforant. Déjà, il faut armer principalement et uniquement dans l'eau, toujours en direction de la cible. Ça, c'est déjà la base. Et voilà, après on déclenche le tir, tout est sécurisé. À ce jour, aucun accro n'est à déplorer. Au Casas, on espère que la venue de ce sport permettra d'attirer davantage de plongeurs pour développer une activité qui risque de faire mouche. La semaine dernière, nous vous parlions dans Une semaine en Lorraine d'une station vosgienne laissée pour compte depuis plus de 5 ans, la Boulois. Aujourd'hui, c'est une autre station qui tire son épingle du jeu pour devenir aujourd'hui la star enneigée de ce numéro. Pas complexée par sa petite taille, bien au contraire. La station de l'Arsenaire, avec ses 8 pistes sur les hauteurs de Bussan, se développe d'année en année. Sa force, son ambiance familiale et surtout ses installations pour les débutants. Un reportage signé Vosges Télévisions. Face au gros domaine skiable de la Bresse ou de Gérardmer, celui de l'Arsenaire, situé sur les hauteurs de Bussan, passe un peu inaperçu. Avec seulement 8 pistes, la station aurait de quoi être jalouse de ses voisines. En réalité, pas du tout. En ce début de 4e semaine de vacances scolaires, les skieurs sont également au rendez-vous ici. Si le chef d'exploitation reconnaît que la saison sera à classer parmi les meilleures, il refuse tout net de parler de chiffres. De toute façon, les chiffres, ça ne représente jamais rien. Ça ne représente pas, les chiffres. Il faut savoir si c'est en progression, si c'est en diminution, comment on le sait, quoi. Un chiffre, c'est qu'un chiffre. Maxime Laurent est modeste. Depuis qu'il a repris le domaine dans les années 1970, la station ne cesse de se développer, mais sans perdre son esprit familial et convivial. Ça tombe bien car c'est précisément pour ces valeurs que ces skieurs viennent ici. Il n'y a pas trop de monde, c'est ce qu'on recherche. Là, vous voyez, j'ai pas vu une personne qui essayait de passer devant l'autre depuis que je suis arrivé. Ça, c'est important. Puis ceux qui ont des enfants, c'est vrai que c'est l'idéal pour apprendre aussi. Et après, quand on est vieux, pour pouvoir aussi continuer tranquillement. Mes parents ont acheté un appartement à Bussan, c'est ça. Du coup, ça fait quelques années qu'on vient ici. Pour les gosses, c'est une petite station, ils se sentent comme chez eux, quoi, un peu. Et s'ils se sentent comme chez eux ici, c'est parce qu'ils sont la principale clientèle. Le chef d'exploitation tient en effet à avoir une station pour skieurs débutants et moyens. Et ça marche. Un des secrets de sa réussite, c'est aussi d'avoir investi intelligemment. Pas moins de 52 canons à neige travaillent ici. Son modèle de station, Maxime Laurent, le défend bec et ongle. Il ne faut pas dire, contrairement à ce que certains pensent, oh, les petites stations, ça ne sert pas à grand chose. Il suffit d'avoir 2 grosses stations sur les Vosges et la faire ça classer. Non, c'est pas vrai. C'est un tissu économique qui est pas négligeable, quoi. Et les petites stations, des fois on tire un peu la langue, effectivement, mais comme les autres, hein, quand on n'a pas trop de neige. Parce que la neige, c'est quand même l'élément essentiel pour arriver à faire une saison correcte. Hein. Cette année, pas de soucis de ce côté-là. De la neige, il y en a encore pour contenter les skieurs de cette semaine. La fermeture du domaine est prévue pour le 15 mars. Et pour terminer cette émission, restons dans les Vosges avec son fromage star, le Münster. Je vous propose de rencontrer le producteur emblématique de Münster dans la région. Il s'agit de Jean-Michel Curie, direction la Bresse, dans la ferme du Séchy, où l'éleveur de vaches de race vosgienne y récolte le lait nécessaire à la fabrication du Münster. Toute une fierté reconnue d'ailleurs par une AOC et une AOP, une appellation d'origine protégée au niveau européen. Son histoire, ses secrets, ses caractéristiques, Maï-Lorraine nous dresse le portrait de ce fromage si savoureux. Bonjour Maï-Lorraine, je m'appelle Jean-Michel Curien, je suis éleveur de race vosgienne. Nous fabriquons à partir de ces vaches le Münster fermier, AOC. Donc ce Münster-là, on le fabrique ici depuis plusieurs générations, puisque moi j'en ai toujours vu en affinage ici à la cave. Donc nous on est dans la continuité de ce que les générations précédentes ont fait.
Tout part quand même du sol, donc on est sur un sol granitique, ce que j'ai dit, qui va engendrer une végétation qui aime l'acidité. Donc là, après, la vache, elle va faire son boulot d'ingérer, il faut qu'elle se nourrisse, donc elle va ingérer tous ces fourrages qui ont poussé sur des sols acides. On va retrouver quelque part ces caractéristiques-là dans le lait, qui vont être aussi récupérées au cours de l'affinage en cave. Comme ici, on travaille encore avec une cave voûtée, la cave ancestrale, on va dire. Donc ces fromages en affinage dans une cave en granit voûtée, ils seront vraiment au contact du terroir. Forcément, ils vont prendre, ça ne va faire que renforcer ce goût caractéristique qu'on connaît au Münster. 14,01. Voilà, 14,01. Voilà le Münster. Donc celui-là, il aura bientôt 1 mois. On y va 3 fois par semaine, les retourner et les frotter avec de l'eau salée. La manière dont on travaille ici, on veut garder une certaine déontologie au fromage, quoi, au Münster. Manger du Münster fermier, c'est aussi un acte, je veux dire, participatif, parce qu'on fait vivre la montagne vosgienne. C'est le côté qu'il faut voir aussi maintenant, quoi. Le consommateur devient acteur. On achète le produit local, on fait vivre la montagne, on fait vivre son pays, quoi. C'est avec ces images du terroir lorrain que l'on se quitte. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir encore d'autres trésors de notre belle région.